Aujourd'hui dans Passion à la carte, je reçois un acteur, réalisateur emblématique français. Vous l'avez vu dans Caméra Café ou La Vérité si je mens. Aujourd'hui, je reçois monsieur Bruno Solo. Aujourd'hui, on va partir sur de la cuisine provençale. Je sais pas si toi, ça te parle, la cuisine provençale, plutôt du sud. Toutes les cuisines me parlent. Alors, je suis plutôt du sud-ouest, moi. Donc, on est plutôt sur le confit de canard, la garbure, des choses comme ça, etc. La cuisine du sud-ouest. Mais pour autant, quand on vit en France, on a le devoir d'aimer toutes les cuisines de tous les terroirs. On a la chance d'habiter dans un pays où, effectivement, chaque région peut revendiquer ou une recette ou une particularité. Donc, la cuisine provençale, évidemment qu'elle me plaît. Ouais. Bah écoute, ma première question, elle est assez simple. Moi, je me suis baladé. On sait qu'on est un peu sur l'ère des réseaux sociaux, etc. J'ai vu que toi, tu n'y étais pas. Tu m'as cherché, tu m'as pas trouvé. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière Il y a plein de raisons. En fait, la première, c'est que c'est un peu bête ce que je veux dire parce que j'ai 60 piges, mais je connais plein de gars et de filles qui ont mon âge, voire plus âgés, et qui sont très actifs sur les réseaux. Donc, c'est pas un souci générationnel. Mais peut-être qu'effectivement, lorsque c'est arrivé, j'étais pas habitué, donc il a fallu que je m'éduque un petit peu. Donc j'en ai entendu parler. Je ne vis pas en marge complètement des réseaux. Je sais qu'ils existent. Mon épouse, mes enfants, la plupart de mes copines et copains, surtout dans mon métier de comédien, il y en a énormément qui sont sur les réseaux. Mais très vite, dès 2005-2006, quand j'ai vu l'arrivée des réseaux sociaux, je me suis aperçu quand même que beaucoup de mes camarades étaient un peu sous influence. C'est très chronophage, hein, c'est un mot à la mode, ça prend énormément de temps. Et puis je voyais que certains, au maquillage notamment, qui est la première chose qu'on fait lorsqu'on arrive sur un plateau, on passe par maquillage et coiffure. Et au moment du maquillage, effectivement, c'est un moment assez calme, c'est avant de rentrer dans la tempête du tournage. Eh bien à ce moment-là, il y a beaucoup de mes camarades que je voyais sur leur téléphone, je les voyais blêmes. Alors de temps en temps souriants, mais souvent blêmes. Genre, j'ai dit tel truc, c'est repris, je me fais démonter, je me fais déchirer, etc. Et très vite, j'ai senti qu'effectivement, certains artistes étaient, esclaves, et le mot est un peu fort, mais étaient trop sous influence de ces réseaux, et que ça a influencé leur travail. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ça, ou je ne vais pas jouer comme ci, parce que visiblement, les gens ou ne m'attendent pas là, ou n'aiment pas quand je fais ci. Alors qu'être un artiste, c'est quoi? C'est être libre de proposer un univers qui est le sien, en espérant qu'il plaise au plus grand nombre. C'est sûr, on va pas proposer un univers qui déplaît. On a envie quand même, on sent un peu le public. Avant les réseaux sociaux, on avait l'audimat, on avait le public qui venait ou pas voir au spectacle. Et évidemment, on va pas aller contre le public, mais on est quand même, on espère que notre univers va plaire au plus grand nombre. Et donc, si tout d'un coup, tu n'es que le résultat de ce qu'attend le public de toi, ben t'es mort. T'es mort en tant qu'artiste. C'est-à-dire, vous voulez que je fasse quoi? Bah moi, je préfère que tu fasses des blagues là-dessus ou des comédies comme ça et tout. Bon, bah d'accord. Et j'ai vu certains artistes vraiment changer leur manière de jouer parce que trop influencés. Pas tous. Il y en a qui savent très bien s'en servir, etc. Moi, je suis un gros lecteur, je lis énormément et j'ai vu que les quelques fois où mon épouse ou mes enfants qui lisaient, passaient du temps sur les réseaux, ben ils ne lisaient plus. Voilà, maintenant moi je fais de la lecture à haute voix à la maison pour ma femme notamment, je lui lis des livres à haute voix parce que elle a perdu si ce n'est le goût, en tout cas le temps de lecture parce qu'on est très vite esclave de ça. Et puis dernière raison, j'ai fait un peu long, mais ce que je t'explique, c'est que moi, quand les réseaux sociaux sont arrivés en 2005, j'avais déjà un peu ma carrière était déjà bien entamée, j'avais déjà fait des films, je faisais des émissions de télé, je faisais le Caméra Café, etc. Je sentais que j'étais moins à même d'en profiter ou d'en bénéficier. Aujourd'hui, effectivement, si je débutais ma carrière aujourd'hui, c'est impossible d'envisager d'arriver dans le métier et d'espérer faire venir du monde, bah là comme on fait en ce moment, et de vivre en marge complètement. Bon, écoute, je sais que ça existe, je ne veux pas y être, je suis même pas un déçu qui les a quittés, comme beaucoup de mes copains. Alors ça, des copines et copains qui n'y vont plus parce qu'ils se sont fait ou laminer les haters l'emportent largement sur les likers, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus impacté par la colère ou la méchanceté ou la haine qu'on ne l'est par les compliments. Donc voilà, moi je ne suis pas un déçu qui les a quittés, je suis quelqu'un qui n'y suis jamais allé, mais pour autant, j'aime savoir que ça existe et je sais aussi qu'il y a des lanceurs d'alerte et qu'il y a des mouvements sociaux très importants qui sont nés grâce aux réseaux sociaux. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible et je te donnais les raisons de mon absence des réseaux sociaux. Et finalement, je m'en porte pas plus mal. Ah!
On passe aux choses sérieuses. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà. Raconte-nous tout. Je vais vous apporter un florilège d'entrées différentes. Ouais. Dans ma manière de cuisiner, j'aime mettre beaucoup d'entrées au centre de la table parce que c'est un site au partage. Ouais. Donc tout est fait maison, dans cette maison. Et ça fait partie de ma passion. Moi, je suis chef à domicile depuis 8 ans maintenant. Merci, à Charles. Paris et ailleurs. Et donc, je vais vous présenter toutes mes entrées. D'accord. Ça, c'est une sorte de tarte aux oignons. À quoi ça te fait penser? Bah, un peu à la tarte aux oignons, oui. Il y a un nom pour les tartes aux oignons dans le Je sud. vais penser à la pisse saladière. À pisse saladière, oui. exactement. C'est typiquement oui, niçois en ça. plus. Ouais. Alors, je l'ai un petit peu retravaillé, la pisse saladière. Bien sûr, ça se voit. C'est j'ai très mis, délicatement faite. Merci beaucoup. J'ai mis des graines de nigel qui D'accord. vont donner un côté un peu oriental à cette D'accord. tarte-là. Et il n'y a pas d'anchois. C'est vrai, il n'y a pas d'anchois. Ouais, c'est ça qui la différencie de la pisse saladière classique. Particulièrement. Là, on a des poivrons vraiment brûlés à la flamme et rôtis avec de la menthe et du sésame. Mmh. Carottes rôties chardonnay romarin avec stracciatella et sumac. Oh, super. Ici, on a des aubergines confites avec une crème de sésame, grenade et pickles. Mais c'est pas fini. L'aubergine, c'est un plat, c'est un légume très délicat. Lorsqu'il est bien cuisiné, c'est peut-être le meilleur qui soit. Et lorsqu'il est raté, la chair devient un peu spongieuse, imbibée d'eau, et la peau trop dure. Ça peut m'écœurer. Les aubergines de cantine, quand on était petit, à l'école, quand elles étaient pas bien cuisinées, c'était mais un enfer à bouffer. Et quand c'est bien cuisiné, alors là, c'est savoureux, c'est onctueux, c'est... Tu sais, j'ai ça dans quoi? Moi, je mange de la cuisine italienne, par mon père. Les pastas à la norma, c'est des pâtes tomates, aubergines. D'accord. Quand on les recuit le lendemain, quand il en reste, on les réchauffe, c'est immangeable. Parce que l'aubergine lâche de l'eau. Exactement. Ça surcuit les pâtes, c'est C'est dingue, hein, c'est C'est dingue. infect. L'aubergine, c'est un légume fragile. Alors, moi, C'est un légume qui demande beaucoup d'attention et de savoir-faire. J'ai vu faire ma grand-mère. Je pense que c'est chez les grand-mères qu'on voit le meilleur savoir-faire. En fait, elle m'a appris vraiment à dégorger à chaque fois tous les légumes, ce qui fait qu'elle lâche pas d'eau. Ouais. Et elle est cuite d'une certaine manière. J'espère que ça vous plaira. Ah non, mais à tous les je deux. devine. Ça se voit à l'œil Ça, même. faire. Ça se voit à l'œil qu'elle est bien aussi travaillée. l'ail confit, Ça, c'est des... de l'ail confit. D'accord. Me dis pas qu'il y a un plat derrière aussi quand même. Ah bah, Ah d'accord, ok. Vous faites chambre d'hôte aussi Exactement. Je vais peut-être dormir là, moi, du coup. J'adore la cuisine généreuse. Et une focaccia au piment d'Espelette. Ah, ça, c'est de chez moi, par contre. Merci d'avoir fait ce petit petit clin hommage au sud-ouest. je te propose de. Je vais tout de suite goûter. Comment tu l'appelles, ta pisse saladière? Tarte feuilletée aux oignons des Cévennes. D'accord. Ok, je me sers comme ça, à la main, à la bonne bon franquette. appétit. Merci. Et les vins que tu nous proposes? Alors les vins, c'est plutôt moi qui les ai ramenés. Bien sûr, hein. Les 2 bouteilles viennent de Belgique, c'est un petit clin d'œil, vu que moi je suis de Bruxelles, c'est un petit clin d'œil à la Belgique. Et voilà, sinon on a un vin blanc, je pense que ça se mariait bien après, voilà. C'est sous l'accord évidemment du chef, je pense que ça se marie bien avec le... Tu sais quoi, on a le droit là? Évidemment qu'on a le droit. Génial. Très Évidemment. bon appétit. Tiens, Pour donne-moi il y a- ton verre. Il y a Mais un- pourquoi il pas. y a un loup de mer à suivre. Voilà, tout ça. Voilà. Bon, attends, on va grignoter alors. On va grignoter, exactement. Ah ouais, mais on va grignoter, c'est-à-dire qu'on va pas finir les plats, tu vas pas nous en vouloir si on ne finit pas tout. Par contre, t'as fait beaucoup et c'est pas gâché. Bon, c'est vrai qu'on va pas, on va pas mentir aux gens qui nous regardent, il y a une équipe derrière. Hein. Oui, il y a une équipe derrière. Ouais, peut-être. d'accord. On leur donnera nos restes. Merci. Merci à toi. Alors, tu permets? Ça me... Évidemment. Ouais. Tu sais parler la bouche pleine? Moi pas, hein, je te laisse faire. Tu vas découvrir. J'ai faim. Oh, c'est délicieux. Délicieux. Ouais, j'ai faim. Cuisson de la pâte. Finesse, moi. J'aime beaucoup la bouffe, moi. Ça, c'est typique. Ça, c'est un goût. Moi, je mange c'est... J'ai beaucoup mangé ça à un moment donné. Bah, la vraie pisse saladière, c'est... Oui, parce que toi, tes origines sont très lointaines origines, sont niçoises. En fait, moi, je suis né à Nice. Ouais, c'est ça. Je suis, comme qui dirait, le plus belge des Français. Non, on dirait pas. J'ai pas l'accent niçois. Non, j'ai l'accent niçois, tu l'as pas beaucoup, ouais. J'ai pas l'accent niçois. Mais non, c'est des saveurs que je connais très bien. Je trouve ça très intéressant. Et c'était aussi le but un peu de la manœuvre sur les entrées, c'était de montrer aussi que sans viande, on peut quand même avoir quelque chose de très sympathique. Et de gourmand. Mais évidemment. Moi, je valorise le terroir. Mais les gens pensent terroir barbecue. Oui. Directement. C'est un truc... Moi, je suis un amateur de viande, on va pas se mentir. Je suis pas du tout... je suis un amateur de viande. Ouais. Mais je trouve ça toujours intéressant de découvrir d'autres choses. Moi, plus j'avance en âge et plus je découvre effectivement le plaisir de ne pas manger de viande. J'en mange encore. Disons que je suis un peu ce qu'on appelle les flexitariens. Mais la viande rouge, j'en mange assez rarement.
Par contre, je pense que je pourrais jamais me passer du poulet. J'ai une passion pour le poulet, sous toutes ses formes, etc., qu'il soit rôti, qu'il soit cuisiné, qu'il soit enfin la volaille farcie, comment s'appelle aussi les émincés de poulet, tu sais, les blancs, c'est un nom, le blanc, là, tu sais, le suprême. Voilà, le suprême de volaille, par exemple. J'aime vraiment quand c'est bien cuisiné, je trouve ça formidable. J'aurais du mal à me passer du poulet, mais la viande rouge, si on me disait, écoute Bruno, tu ne peux plus en manger, pour des raisons, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a plus, ou parce que pour des raisons médicales, je pense pas que ça me manquerait. Ah bon. Ce qui me manquerait beaucoup, par contre, c'est certaines charcuteries, notamment les terrines. Oh, les terrines. Ouais, saucisson, je pourrais en passer. J'aime ça. Mais les terrines, les très bonnes terrines, très bien cuisinées, un peu épaisses comme ça, avec des gros morceaux de chevreuil, qui est un animal charmant, qui a donc été tué pour me faire plaisir. Et voilà, donc ça, Et sinon, moi j'ai entendu, donc toi tu es un passionné d'histoire. Ça m'a toujours passionné. Mes parents étaient passionnés d'histoire, et quand j'étais en cours, j'ai eu des bons profs. Et ça m'a poursuivi au point qu'à une époque, quand j'ai commencé à faire le métier de comédien, que je ramais, je me suis dit, bah écoute, je vais faire des études d'histoire. Donc voilà, c'était vraiment ma passion, et j'ai la chance depuis quelques années de pouvoir présenter des émissions d'histoire à la télévision et d'écrire. Ouais, sur France 5, la guerre des trônes. Ouais, tout à fait. Je raconte comment l'Europe s'est construite au travers de ses guerres, de ses trahisons, de ses alliances, de ses trouvailles, de ses découvertes, de l'art, de la philosophie, de la culture, mais aussi effectivement de la guerre. Je raconte aussi l'art de la guerre, et on remontait de la guerre de 100 ans justement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là cette année, c'était Napoléon. Ok. Je sais qu'il y a une émission comme ça sur YouTube, je pense présentée par Laurent Deutsch sur l'histoire. Oui, bien sûr. Bah, Laurent Deutsch, il a commencé avant moi. Il a commencé à écrire des livres autour des rues de Paris et de l'histoire des rues de Paris. Ça s'appelait Métronome. Métronome, c'est ça exactement. Et on est deux camarades, passionnés d'histoire tous les deux. On s'est retrouvés au théâtre souvent. On a fait un film ensemble. Donc on est très copains. Mais on a deux visions un peu différentes. Lui, il a une vision de l'histoire qui est peut-être un peu plus roman national sur certaines choses. Moi, j'ai une vision de l'histoire un peu plus progressiste. J'aime raconter ceux qui ont subi l'histoire ou qui la subissent plutôt que ceux qui croient la faire tout le temps. Donc même quand je parle de Louis XIV ou de Napoléon, en fonction, j'essaye toujours de parler des conséquences sur ceux qui ont subi les décisions de Napoléon, de Louis XIV. Et en général, c'est le peuple qui les subit. Donc je ne dis pas que Laurent Deutsch est détaché de ça, mais Laurent Deutsch, il est plus sur une histoire plus épique et plus avec un souffle, etc. Mais on s'entend bien. Et puis vraiment, lui, il fait de la recherche, alors que moi, je suis un passeur, un narrateur. Je m'appuie sur le travail des historiens pour écrire mes bouquins et présenter mes émissions. Il y a un côté plus d'émotion. Oui, alors effectivement, j'y mets aussi ma patte de comédien, j'y mets un peu de distance humoristique, mais ça, il sait faire aussi, Laurent. Mais je mets un peu de distance pour rendre le truc un peu moins solennel, un peu moins grave. Et c'est pour ça que l'émission a tant plu et qu'elle existe depuis tant d'années. Mais ça, et là, je change mon fusil d'épaule, j'arrête de remonter le temps et je vais revenir un peu en arrière. Et là, notamment, cette année, je vais faire les aventures de l'égyptologie. Je pars en Égypte, là, bientôt. Et je vais passer 10 jours sur les grands sites d'archéologie et d'Égypte. Et expliquer, raconter aux gens, plus exactement, raconter aux gens comment l'égyptologie a changé la face de l'Europe aussi. Parce que ça a été une lutte entre les Anglais, les Italiens, les Français surtout, évidemment, et les Allemands. Et voilà, je vais raconter les premiers aventuriers de l'égyptologie, c'est Indiana Jones, quoi. Donc je pars là-bas pour raconter ça, et ça va être ma prochaine saison. La saison 9 de la guerre des trônes sera autour de l'Égypte. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Alors attends, les poivrons, j'ai pas goûté encore. Tout est délicieusement préparé. Ouais, comment ça s'appelle, les poivrons là, presque confits. Et les aubergines, c'est très très bon. La sauce, j'ai pas encore goûté les carottes. Mais je vais me faire un plaisir de me jeter dedans. Et tu sais que la cuisine, dans mes livres notamment, je parle d'un personnage. À chaque fois, effectivement, je voyage dans le temps et je me fais contemporain de personnages historiques connus qui vont de Cléopâtre à Rabelais, passant par Brillat-Savarin, la comtesse de Ségur, Jacques de Molay. Et je me fais contemporain de leur époque sans leur dire que je viens du futur. Ok. Bah parce que si je leur disais que je venais du futur, ils me poseraient la question fatale. Alors, comment ça se finit pour moi? Et des fois, tu vois, c'est un peu violent, quoi, tu vois. Si Louis XVI, tu le croises, et tu dis alors, ça se finit comment pour moi? Comment te dire? Donc, tu leur dis pas que tu viens du futur.
Et tu discutes avec eux. Je me fais passer pour un commis avec Bria Savarin. Je me fais passer pour un peintre avec Artemisia Gentileschi, pour un disciple avec Rabelais. Et je parle avec eux. Et il y a toujours un moment dans le portrait que je fais de chacune et chacun des personnages que je rencontre. Il y a toujours un moment où on parle de bouffe. Toujours. Ça fait partie de l'histoire. Ah oui, totalement. Et la gastronomie, au sens propre du terme, le terme de la gastronomie a été vraiment inventé par Bria Savarin. Ok. Le premier qui, en France, a parlé du plaisir de la table et de la philosophie même du goût. C'était un livre qui s'appelle La physiologie du goût, qui est un livre qui fait encore référence aujourd'hui, qui a été écrit au XVIIIe siècle. Et donc, il a écrit ce livre pour expliquer que c'était aussi quelque chose, que c'était une nécessité presque sociale, une nécessité de rassemblement, d'échange, voilà. C'est Talleyrand qui disait arrêtez de m'envoyer des diplomates, envoyez-moi des cuisiniers. Sous-entendu qu'on peut régler des grands problèmes de ce monde autour de la table, autour d'une discussion, autour du goût, etc. Ça éveille les sens, ça nous éveille, ça nous élève aussi. Et la gastronomie, lorsqu'elle est considérée, et c'est pour ça que la mauvaise cuisine fait chier, quoi. Les gens qui cuisinent de manière dégueulasse, du sous-vide, etc., dans des restos, alors qu'en fait, ça revient pas si cher avec des produits simples de faire une cuisine toute simple. Il y a des restaurants qui proposent 3 plats au menu. Et c'est bien la preuve, tu vois, si tu te concentres bien. Et qui cartonne. Et qui cartonne. Mais d'ailleurs, ça c'est un sujet intéressant parce que moi, j'ai toujours dit aux gens que je connais, à table, c'est là où on crée le lien. Ouais, et moi, et je vais te dire un truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a un truc qui me tue, c'est les visioconférences. À l'époque, pour vendre, ouais, on allait à déjeuner. C'est vrai. Moi je suis encore de cette tradition-là, mais t'as raison. Mais moi aussi. T'as raison, bien sûr. On va, on partage, mais ne serait-ce qu'un café, ouais, ne serait-ce qu'une boisson chaude et on discute. Ouais, c'est vrai. La visioconférence, pour les mecs comme moi qui parlent avec le... Et je dis aux gens qui nous regardent, tu n'as que 23 ans. Donc, je veux dire, tu as déjà cette expérience-là et cette sagesse-là. Parce que tout le monde... Oui, si, c'est de la sagesse que de ce que tu dis là. Non, c'est vrai, je te jure. Mais effectivement, c'est très important. C'est pour ça que la gastronomie, elle a pour moi un rôle, exactement comme le sport, elle a un rôle social. Absolument. Et je pense qu'il y a rien de mieux pour faire connaissance avec quelqu'un, ou même pour conclure une affaire dans un truc un peu plus corporate, un peu moins amical. Bah, c'est l'idée de partager un repas. Le mot est magnifique. Partageons un repas. Le mot copain vient de tu sais pas, toi, je vais l'apprendre. Non, ça je le savais pas. Tu savais pas que le mot copain, c'est partager le pain. Mais, bah oui, c'est copain. Nous coupons le pain et nous sommes compagnons de pain. Donc le copain, c'est celui avec qui on partage le pain. Bon, je vais me calmer moi parce que là, je vais peut-être pas. J'ai envie de te dire. Je vais prendre la moitié de. Non, parce que je dis pour les gens, vous voyez des légumes, mais manger à cette dose, ça cale. Oui, c'est vrai, c'est bien sûr. Parce que quand on voit des carottes et des aubergines, ils ont pas des. Je suis un gros mangeur. Mais là, oui, je me fais terminer par une carotte et une aubergine. C'est Bravo Charlie. Écoute. Ta pisse saladière, c'est sans aucun doute une des meilleures que j'ai jamais mangées. Ah ouais, beaucoup. Je la trouve, mais alors, les oignons sont confits juste ce qu'il faut, sans être trop sucrés. Le sucre, tu vois, on garde quand même la saveur de l'oignon. Ces petites graines, comment tu appelles? De la nigelle. Ça donne un peps extraordinaire. Et puis, ton feuilleté, il est formidable. C'est un feuilleté? C'est une pâte feuilletée? Feuilleté au beurre, ouais. Et donc toi, on t'a connu donc dans Caméra Café. Avant, La Vérité si je mens. Voilà. Et même un peu avant, dans les années 90, avec une émission sur Canal+, qui s'appelait le Top 50, que j'ai présenté avec... T'as animé le Top 50? J'ai animé le Top 50 quand Marc Toesca a arrêté de le faire en 89. De 90 à 90 à 92. C'est... je dis ça parce que mon hôte est belge. Hein, donc, et puis j'ai longtemps habité en Belgique. Je trouve que c'est le moindre des hommages que de parler comme ça, 70, 90. Et donc, je présentais cette émission, donc le Top 50, puis après le Plein de Super, qui était une émission de musique qui se passait dans une voiture. Puis après, j'ai fait pas mal de films, dont effectivement La Vérité si je mens. Et c'est en 2001 qu'on a créé Caméra Café avec Yvan et qu'on a commencé à le tourner, à le vendre un peu partout. Voilà. Et l'idée, elle t'est venue comment? Alors l'idée de base, très honnêtement, c'est Yvan qui l'a eu. En fait, nous cherchions, Yvan et moi, depuis 2 ans, un programme dans lequel, économiquement viable, c'est-à-dire plus proche du théâtre que de la télévision, parce que Caméra Café, en fait, c'est une petite scène de théâtre. Il y a une seule caméra qu'on mettrait au balcon et qui filme 2 acteurs, ou plus, en fonction du nombre de comédiens qui étaient impliqués dans les sketchs.
et qui les filmerait comme si on regardait du balcon et qui joue face public. On joue face public dans Caméra Café. Donc ça, on savait que ce serait un peu comme les Deschiens l'avaient fait avant, où il y avait une caméra fixe avec 3-4 personnages face à une caméra. Et on s'est dit, on va raconter la vie d'une entreprise au travers de sa machine à café. Pourquoi? Parce qu'un jour, Yvan a assisté à une scène complètement surréaliste entre le patron de Canal+, qui à l'époque était Pierre Lescure, qui discutait avec un gars qui travaillait à la manutention et qui lui expliquait que les cartons dans lesquels on enfilait les décodeurs de Canal+ étaient trop étroits, si bien qu'on galérait à viser pour mettre dans le carton. C'est-à-dire que il expliquait, voilà, ouais, c'est comme ça. Et si le carton, on lui rajoutait un demi-millimètre, on irait beaucoup plus vite. Okay. C'était pas mécanisé le truc encore. Et là, il expliquait ça. Et c'était quand même dingue qu'un gars qui travaille à la manutention, adorable au demeurant, s'adresse au grand patron. On pourrait plus le faire aujourd'hui, parce que les grands patrons, ils sont inaccessibles. Mais Pierre Lescure, et il l'a écouté, il a dit, ah oui, c'est intéressant, mais bon, moi, je m'occupe pas vraiment de ça. Et là, Yvan est venu, il m'a dit, je viens d'assister à un truc dingue. Le seul endroit où, en fait, dans une entreprise du secteur tertiaire, où tout d'un coup, potentiellement, peuvent se croiser le PDG, le DRH, et puis l'homme ou la femme de ménage, ou la petite secrétaire, ou le vendeur, c'est la machine à café. Parce qu'à un moment, c'est fédérateur, on est là devant, ah, bonjour patron, bonjour. Bon, donc on a décidé, voilà. Après, moi, j'ai trouvé une petite caméra café. Je sais pas bien creusé, mais enfin voilà, ça ressemble à caméra cachée, caméra café, efficace. Et puis on a commencé à développer les personnages et inventer des caractéristiques de Jean-Claude, d'Hervé, de tout le monde, de Jeanne, de Fred. Et voilà. Et puis ça a bien marché en France. Et puis on a commencé à le vendre. En Belgique, il était diffusé sur RTL TVI. Exactement. Ou sur Club RTL, je sais plus. Je pense que c'était RTL TVI. RTL TVI, je pense. Voilà. Moi, je l'ai regardé sur Paris Première. Ah oui, c'est vrai. Parce que M6 passait pas en Belgique. Ouais. Effectivement, c'était mais comme c'est le groupe RTL, donc voilà. Et puis on l'a vendu dans beaucoup de pays, dans quasiment une quarantaine de pays dans le monde. C'était des adaptations, c'est-à-dire les Italiens avaient leur version, les Espagnols avaient leur version, les Sud-Américains, en Asie également, dans le Maghreb, en Scandinavie. Alors en fonction de chaque pays, effectivement, il y a des choses qui pouvaient être dites ou pas. En France, il y a une liberté d'expression qui nous permettait d'aborder tous les sujets sans tabou, que ça soit même les sujets qu'on traitait de manière violente, comme le racisme, l'homophobie, le sexisme, le handicap, comme nos personnages, notamment Jean-Claude et Hervé, donc Yvan Le Bolloc et ma pomme, on était des monstres. On pouvait aborder de manière outrancière et caricaturale ces sujets-là. Et c'est le principe de la comédie. C'est-à-dire, on appuie là où ça fait mal avec des personnages monstrueux pour mieux leur mettre un tacle. Après, il y avait des personnages plus vertueux, mais pas Jean-Claude et Hervé. Ah oui. Et donc, c'était ça qui nous amusait, à la manière des comédies italiennes. Et aussi, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Belgique, ça plaisait bien, parce qu'il y avait cette sorte de férocité et de cette ironie, ce sarcasme, etc., qu'on peut retrouver dans des films comme C'est arrivé près de chez vous, ou La merditude des choses, ou Déconnect, etc., qui ont été faits après, mais qui étaient vraiment, pour le coup, on a été très inspiré par un film comme C'est arrivé près de chez vous. Oui, parce que ces personnages auxquels on s'attache, alors qu'en fait, ils véhiculent des idées, si ce n'est nauséabondes, voire monstrueuses. Mais c'est au travers de leur travers, justement, de leur turpitude, qu'on dénonce des faits de société. Si tout d'un coup, tu fais une série un peu béni oui où tout le monde est gentil et où tout le monde dénonce le vilain raciste, le vilain sexiste, le vilain homophobe, c'est important de le faire dans le cas, voilà, c'est important de l'avoir en compte, mais il faut passer par la caricature de la comédie. Et donc c'est pour ça que la série a bien marché et a plu, mais il y a des pays où certains sujets on pouvait pas les aborder. On va pas se mentir, bon, le Maghreb, aborder l'homosexualité avec un personnage ouvertement homosexuel et qui revendiquait son homosexualité, comme le personnage de Philippe joué par Alain Bouzigues. Bon, il y a des pays où ça passait pas parce que c'est des sujets qui restent tabous. Sur l'émancipation des femmes libres. Ah oui, oui. Ça je pense que c'est encore. Ça dépend de quelle partie du Maghreb, mais nous on le faisait au Maroc. Et même si le Maroc est sans aucun doute un des pays les plus ouverts sur ces sujets-là, ça reste comme des sujets que tu peux pas aborder comme ça de manière aussi libre que tu ne peux le faire en Europe occidentale ou surtout en France. En France, en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. Mais justement, on revient à cet ordre moral de plus en plus. Et
Et c'est en partie, c'est pas pour y revenir, mais en partie à cause des réseaux sociaux. Te faire connaître sur Internet et ensuite être repéré par un producteur, une réalisatrice, un auteur, etc., et te donner la chance après d'être dans une pièce ou dans un film, oui, effectivement, c'est un accélérateur de carrière formidable dès lors qu'il y a du talent. Et je pense qu'au fur et à mesure, effectivement, le tri se fait et que ceux qui vraiment ressortent le plus sont les plus talentueux. Mais il y a un peu de tout et il y a beaucoup de gens qui sont là en étant, on va s'interrompre, mais qui sont là en étant persuadés que après tout, moi aussi, je peux le faire. T'as envie de leur dire, bah ouais, mais c'est quoi ton plus, quoi? Et quand tu vois pas le plus, moi, je vois pas l'intérêt. Alors, raconte-nous tout. Donc, on reste dans la Méditerranée avec un loup mariné au fenouil. Il y a des petites paillettes de menthe aussi. Et la petite garniture, c'est fenouil et poivron. Les deux accompagnements sont une ratatouille traditionnelle et également une pomme Hasselback, c'est-à-dire une pomme de terre striée avec un peu de thym et d'origan. C'est un peu comme une sauce vierge, mais que je travaille avec des légumes que je fais rôtir avant pour avoir un goût plus gourmand. Il est pas mal ce petit Meuse là, appellation Côte de Sambre et Meuse. Franchement, il va très bien avec ce que tu nous prépares. Merci. Il est léger, pas trop fruité, mais juste ce qu'il faut pour pas submerger les saveurs que tu nous proposes. Et pour en revenir à ce qu'on se disait sur l'émergence des nouveaux talents, oui, il y a plein de nouveaux talents qui arrivent comme ça dans les foyers, sur scène et tout, grâce à Internet. Et moi, je dis que c'est magnifique. En revanche, pour l'humour, quand tu fais de l'humour en télévision, c'est plus compliqué. Parce qu'autrefois, moi, quand je faisais un sketch un peu limite et tout sur des sujets un peu touchy comme ça, sur le racisme, où nos personnages étaient ouvertement racistes. Alors évidemment, il y avait toujours une morale dans nos sketchs. Hein. Ça se terminait pas bien pour nous déclarer. Voilà. Mais il y avait une morale, mais violente, etc. Où on se prenait dans la gueule notre imbécilité. Voilà. Et ben quand on faisait ça, ça pouvait choquer certains téléspectateurs, tu vois, qui voient pas la distance, qui n'ont pas le second degré, ou qui n'ont pas envie de le voir, ou que ça ne fait pas rire, qui trouvent que c'est pas à nous d'aborder ces sujets-là. Souvent, on te le dit. Mais c'est pas à vous de venir parler des attentats ou de l'handicap en vous moquant. Enfin, comment osez-vous? Ça, c'était possible à une époque. Pourquoi? Parce qu'en télévision, quand tu faisais un truc comme ça, il y avait, un journal télévisé. Alors en Belgique, c'était le Moustique, mais tu vois, Télé 7 jours, Télé Poche, Ciné Télé Revue, tout ce que tu veux. Il y avait une femme ou un homme qui écrivait une lettre enflammée en disant c'est un scandale. Ok. Eh ben quoi, on nous le disait, on nous le signalait. Non, il y a eu 3-4 lettres là. En gros, on va se parler très franchement, on s'en branlait quoi. On n'en avait rien à foutre. Je dis bon bah il a pas aimé. On peut pas plaire à tout le monde et puis c'est pas le but même de l'artiste de plaire à tout le monde. C'est exactement ce que je disais au début. Si tu commences à vouloir plaire à chacun, bah tu perds de ta personnalité, tu vois genre. Autrement, on n'inventerait plus rien. Enfin, si tu écoutais les enfants, des fois, ils mangeraient que de la purée et des steaks. Ouais. Mais les enfants, au bout d'un moment, faut les habituer à aimer autre chose. Et tout d'un coup, ils découvrent les crustacés, ils découvrent d'autres légumes, etc. Si tu les canalises uniquement dans un goût, bon, voilà. Donc, il y a une éducation aussi qui se fait. Et donc, là, nous, on s'en foutait. Mais quand les réseaux sociaux sont arrivés, maintenant, Madame Michu ou Monsieur Tartampion qui publie un truc sur Internet, c'est repris par un autre qui est d'accord avec lui, parce qu'ils étaient peut-être autant d'accord à l'époque, mais ils se manifestaient pas tous. Il faut écrire du courrier, il faut mettre un timbre, il faut envoyer, tu vois, au journal, et puis il faut que le journal publie ta lettre. Mais là, avec Internet, tout d'un coup, un sketch considéré comme un peu limite, ils sont 1000, 10 000, 20 000, et en plus, les médias reprennent le truc. Et donc, du coup, maintenant, tu peux continuer à déconner comme avant. Tu peux continuer à faire des choses extrêmement, mais il faut te justifier. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une blague qui peut être limite, même parfois de mauvais goût, on te demande de donner des explications, mais t'as pas à te justifier. Sauf si c'est hors la loi. Oui, mais ça de fait. Voilà, quand ça sort du cadre de la loi, là d'accord, mais quand c'est pas hors la loi et que c'est juste de la caricature, du blasphème, de la provocation, mais non, t'as pas à venir te justifier. Sauf que si. Donc moi, Caméra Café, aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire. Ouais. Je ne pourrais plus le faire de la même manière. La dernière fois que je l'ai fait, d'ailleurs, c'était en Belgique. C'était un spécial 20 ans qu'on va refaire là bientôt. Et on s'est fait démonter par certains sur les réseaux sociaux. Et ça a été repris en épingle. C'était les mêmes sketchs que 15 ans avant. C'était le même ton, c'était les mêmes auteurs, c'était la même outrance, c'était la même caricature, la même vulgarité diront certains, grossièreté diront d'autres, mais les mêmes thèmes évoqués avec frontalement, notamment sur les attentats, mais on s'est fait vilipender par certains et ça a été repris par la presse qui a dit oui, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est vraiment à vous d'attaquer ces sujets?
Attendez, non, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Avant, vous n'auriez pas réagi. Et voilà. Voilà. Avant, c'était dans les bistrots, et maintenant, maintenant. Ouais, c'est exactement ça. C'était dans les bistrots. Robert, si tu nous fais chier, t'es bourré, rentre chez toi. C'est ça. Mais c'est la plus grande force et la plus grande faiblesse des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut donner son avis. Eh oui. Et tous les avis ne sont pas nécessairement intéressants. Pour moi, oui. Pour moi, un journaliste qui donne un avis sur quelque chose, alors on peut être d'accord, pas d'accord, Oui, il y a oui. quand même une formation, il y a un regard professionnel derrière. Il y a une critique, il y a des arguments, etc. Exactement. Alors Et que là, c'est juste des phrases assassines ou du buzz. Ouais. Mais il y en a. Et il y a des codes. Non, mais moi, en fait, il y a un truc même que je vais carrément même que je trouve improbable, incroyable. C'est, en fait, on est arrivé dans un niveau où sur Instagram, par exemple, ça marche comment? Il y a un algorithme qui pousse les vidéos. Ah oui. Et en fait, maintenant, les gens ne font plus des vidéos Ouais. parce qu'ils ont envie de traiter tel ou tel sujet. Ouais. Ils font la vidéo par rapport à l'algorithme. Donc, ils se disent, l'algorithme, il veut ça, je fais ça. Exactement ce que je te dis au début. C'est ça. Des artistes, t'as raison, t'as tout à fait raison. C'est l'algorithme Maintenant, qui veut ça. t'as des artistes qui deviennent algorithmiques. Ouais. Ils disent, oulala, ils veulent pas me voir dans tel film ou dans tel sketch. Je vais arrêter. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ben, on veut des sketchs, je sais pas moi, sur les animaux. Ben, je vais faire des sketchs sur les animaux. Mais elle est où l'apport de l'artiste? Comment Léonard de Vinci, comment Fellini, comment je vais pas citer que les Italiens pour te faire plaisir, mais comment Kubrick, comment Rodin, comment Camus, Romain Gary auraient pu écrire Colette si chacun avait dit ils ont pas envie que j'écrive ça, ils ont adoré mon premier roman, ils veulent que je refasse éternellement le même roman. Non, un artiste, il bouscule, il secoue, ça peut être nul, hein, mais il a la vocation, l'art a vocation à nous sortir. Il y a Nietzsche qui dit une très belle phrase, heureusement, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est-à-dire que si on n'a pas l'art, on ne transgresse rien. On regarde le monde tel qu'il est, on fait du factuel, et déjà on a envie de se mettre une balle dans la tête, parce que si tu regardes le monde tel qu'il est, tu te dis, bon ben c'est pas la peine, tu vois, surtout en ce moment. Et donc l'art, de temps en temps, te permet de mettre du beau, de transcender, de te proposer autre chose, de regarder le monde autrement, et ça te permet de continuer à souffler, quoi. Et l'art passe aussi par ça. Si effectivement, dans Soleil Vert, ils mangent tous la même chose au bout d'un moment. Et donc, si on mange tous la même chose, la junk food, etc., si on va tous au KFC ou au McDo, bon, tant mieux, c'est bien que ça existe, de temps en temps. Mais si tout d'un coup, il y a une volonté de ne faire manger que ça à chacun, l'agroalimentaire, il rêve de ne vendre que ses produits sous vide, etc. Et donc, voilà. Et t'as des Charlie, t'as des gens comme toi, t'as des femmes qui font donc voilà, c'est essentiel de garder cette liberté et de ne pas être algorithmé, comme tu l'as dit très justement. C'est ça. Mais je vais dire même plus, il y a des gens qui sont, à la fin, on parle même carrément de conditionnement, c'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ils postent une vidéo qui, à la base, a été faite uniquement pour l'algorithme, et certains, à la fin, arrivent à se convaincre qu'en fait, c'est leur contenu. Qu'en fait, il y a un côté artistique, il y a des gens, et je prends l'exemple d'un gars sur, je sais pas, Insta, TikTok, je sais plus, qui cartonne. Bon. Je vais sortir son concept. Il va dans les lieux publics, et il hurle. Il hurle rien, hein, il a rien à dire. Hein. Il hurle, genre il hurle. D'accord. Il fait chier les gens. Ça fait des millions de vues. Pourquoi? Parce que l'algorithme, à l'heure actuelle, on le sait, c'est le watch time qui prime. Donc en fait, quand quelqu'un fait une stupidité, il y a le côté un peu voyeur que tout le monde a, c'est naturel. C'est un peu comme c'est ce qui crée les embouteillages. On regarde une voiture à ski absolument, t'as tout à fait raison, mais il n'y a même pas de côté malsain là-dedans. On regarde, mais depuis la nuit des temps, on regarde le mec qui se casse la gueule, ça nous fait toujours rire, voilà. C'est humain. Mais sauf que le problème, c'est que l'algorithme, à partir du moment où on regarde la vidéo assez longtemps, il dit mais cette vidéo elle plaît. Et il la met en avant. Et il ne propose plus que ça. Et les gens, ils ont compris ça, ils se sont dit, mais attends, moi j'ai des vues, je vais avoir de la notoriété, je vais faire ça. C'est ça, c'est dingue. Hein. Ouais. Et ils veulent des vues, alors que la vue, ça aussi, tu vois, genre, la vue, c'est comment savoir c'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Tu ne sais pas. Alors effectivement, il y a de temps en temps des choses qui sont énormément vues, qui sont, je pense, mais celui qu'on évoquait tout à l'heure, l'explorateur, là, qui a fait, enfin, le youtubeur, le youtubeur qui a monté toutes les... Inoxtag. Inoxtag. Mais ce mec, je l'adore. Mais non, mais voilà. Inoxtag, tu vois, genre, voilà, il a créé quelque chose et on sait que ceux qui regardent vraiment. Mais il y en a, comme ce gars qui crie, là. Tu passes une nanoseconde dessus, ça compte comme une vue. Mais pour autant, ça veut pas dire que ni que tu l'as apprécié, ni que pour autant, ça devient ta référence culturelle, tu vois. Et donc, les vues, il y a quelque chose qui est dévoyé même de l'idée du vrai regard. C'est juste, effectivement,
on aperçoit. On aperçoit plus qu'on ne, plus encore qu'on ne voit et encore moins qu'on ne regarde. On aperçoit un truc et on se dit, t'as vu? J'ai eu 10 millions là de gens qui m'ont aperçu. On devrait dire ça, qui ont aperçu. Là, comment avoir la certitude qu'ils t'ont vraiment vu et encore plus qu'ils ne t'ont regardé? Et le format short, il aide pas. Oui, et donc voilà, c'est stupide. Alors que moi aussi, je vais sur YouTube, je vois des trucs comme ça, des chutes qui me font rire et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des trésors et au milieu, t'as des gens qui viennent te faire des tutos sur tout et n'importe quoi, mal racontés, mal filmés, mal truc, et tu vois qu'ils ont un nombre de vues incalculable. Et ils sont contents, et ils pensent donc qu'ils sont arrivés à une certaine légitimité en tant qu'artiste, ou en tant que cuisinier, ou en tant que quoi que ce soit. Mais ça, c'est chiant. Et ça, c'est beaucoup, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre sur la différence, c'est entre le réseau social, et par exemple une plateforme comme YouTube. Quand on prend par exemple YouTube, c'est du format long, par rapport à TikTok ou Instagram, où c'est du format court. Et sur YouTube, on se rend compte qu'en fait, les plus gros YouTubeurs, c'est des mecs qui mettent des productions en place. Ils mettent des moyens, ils ont des concepts. Exactement. Parce qu'en fait, et ça c'est un truc, c'est vraiment, je dois le dire, c'est que sur TikTok et Instagram, il n'y a pas besoin de talent. Parce que sur 1 minute, on peut être nul. D'ailleurs, je connais des gens et pire que ça, sur un format d'1 minute, qui disent une phrase, ils coupent. Ils disent la deuxième phrase, ils coupent. Et pendant 1 minute, après, ils font le montage. Et t'as l'impression qu'ils ont fait un monologue, ouais, c'est ça. Mais pendant 1 minute. Ouais, alors que sur vrai. un format long, quand on prend un Inox Tag, par exemple, qui est beaucoup plus, il est youtubeur, il est pas tiktoker, il est pas un adepte du format court, il est plus adepte du format long, même des grosses productions. Ben, ce mec-là, on a envie de le voir parce qu'il crée quelque chose, il a une personnalité. Bien sûr. Et c'est pour ça que, quand je parle des réseaux sociaux, je parle pas de YouTube qui n'est pas un réseau social parce que c'est une plateforme de diffusion de vidéos, c'est même pas un réseau social. Et aussi le côté format short qui n'aide pas. Parce que quand on est vu très peu de temps, donc sur un format de vidéo de 15 secondes, 20 secondes, il faut pas être bon. Non. Tout le monde peut être bon sur 15 secondes, pas tout le monde peut l'être sur une demi-heure. Mais bien sûr, non, mais c'est ça, c'est la différence fondamentale. YouTube est un vrai nouveau support essentiel à la création, quelle qu'elle soit, à la diffusion même d'idées, mais c'est vrai que Instagram et encore plus TikTok, là franchement, il y a quand même 90% de trucs sans intérêt. Allez, 90%, les chiffres sont un peu forts, mais je pense que je suis pas loin parce que même ma fille qui a 20 ans, donc est née avec les réseaux, elle est née en 2004, ma fille. Donc vraiment, les réseaux, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est à peu près à partir de 2005. Donc elle n'a jamais grandi qu'avec ça. Elle a abandonné TikTok d'elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle était sous influence, qu'elle était omnubilée, submergée par toutes ces photos, et que de temps en temps, ça lui mettait même des crises d'angoisse, parce qu'il y a des comparaisons qui sont faites. Il faut être comme ci, il faut ressembler à ça. Il y a une sorte de formatage et de la pensée, du physique, de tout ça. Et quand tu sais pas faire le tri, quand tu sais pas regarder, il y a Claude Chabrol, qui est un grand réalisateur français, qui a beaucoup d'ailleurs fait de films autour de la bouffe. Il y avait toujours des grands repas dans ses films. C'est un immense réalisateur, Claude Chabrol. Il adorait la télé. Il le disait souvent quand il était invité dans des émissions pour faire c'était considéré comme un réalisateur un peu intellectuel, etc. Il disait, moi j'adore la télé. Et il regardait beaucoup de jeux à la télé. Le Big Deal, La Roue de la Fortune, tous ces jeux-là comme ça, voilà, qui valent ce qu'ils valent. On aime ou on n'aime pas, mais peu importe, il regardait beaucoup. Mais il disait, mais en fait, moi la télé, c'est un meuble. C'est-à-dire que je vois un meuble dans lequel on diffuse des images. Si j'ai la tête dans le meuble, je vois plus rien. Si vous prenez la bonne distance, vous voyez le meuble et puis vous voyez tout ce qu'il y a autour. Si tu mets ta télé par exemple sur une baie, devant la baie vitrée de ton jardin, derrière tu vois le jardin, tu vois ton chat qui passe, tu vois les feuilles qui tombent, tu vois la pluie, tu vois, et tu vois tout d'un coup ce qu'il y a autour et ça te permet de pas être complètement hypnotisé, quoi. Mais le problème des écrans, là, effectivement, c'est que les enfants, ou même pas seulement les enfants d'ailleurs, on regarde ça, mais à quelques centimètres du visage. Un petit format. Il y a des gens qui regardent des films, La Guerre des Étoiles, sur leur portable. Enfin, nom de nom. Il y a des gens qui regardent des films. Alors, un petit court-métrage comme là, nous, on est en train de faire, on peut le regarder sur un portable. On est face à face, champ contre champ, à plan large. Ok. C'est quand même mieux de le regarder au moins sur un iPad, mais enfin sur une tablette. Je ne vais pas citer de marque, mais pour une tablette. Mais un film, au bout d'un moment, tu as envie de dire, bon, on va au cinéma ou au moins regarde-le à la télé. Mais sur un portable, un film entier, un film d'action ou un grand film, je sais pas, moi, c'est pas possible. Ça ne veut rien dire que de le regarder dans ce forme-là. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fabriqué pour être vu sur un grand écran. Bon, en plus, maintenant, on a des télés formidables
Mais c'est vrai, on est plongé dans une sorte de réalité virtuelle qui est, bon, c'est un peu bateau de le dire, hein, tout le monde le raconte, mais je suis content quand même de voir de plus en plus, je lis des choses sur de plus en plus de jeunes qui commencent à dire stop. Ok, ça va. Un peu comme les gens qui, dans les années 70, quand la télé prenait toute la place, qui ont commencé à dire ras le cul de la télé, tu vois, cet abrutissement. Et ils ont arrêté de regarder la télé. Donc, chaque support a son moment où la révolution mange ses enfants, comme on dit. Et à un moment, je pense que certains jeunes vont se dire, et attention, parce que le pouvoir, il est là. Hein. Si tout d'un coup, il y a des générations qui arrivent et qui disent ras le cul du diktat de TikTok, d'Instagram, de Facebook, de tout ce que tu veux, et qui disent je ne regarde plus, etc. Je fais mes propres, enfin, je ne sais pas, mais comment. Là, effectivement, les grands groupes mondiaux, Google, Apple, etc. Tout ça, là, ils vont commencer à flipper. Ils vont se dire ah merde, ils viennent plus. Il va falloir inventer autre chose, trouver un autre moyen un autre médium. Donc, je crois quand même qu'il y a des jeunes qui abandonnent. Ouais. Je dis pas que ça va se faire tout de suite. Je dis pas que c'est dans la semaine prochaine. Mais il y en a quand même qui prennent conscience que ils sentent que il y a que ce côté un peu cette servitude. Voilà, ils sentent cette soumission et cette servitude. Pour ne pas dire cet esclavage moderne et insidieux qui te fait amener. Il y avait un film de Spielberg qui était très réussi comme ça, qui s'appelle Ready Player One. Exactement. J'ai cherché le nom. Ouais. Tu te souviens, hein? C'était dingue. Ouais. C'est-à-dire le film, au début, commence, t'as des gens qui surfent, t'as des gens qui escaladent, on voit des magnifiques images. Et puis d'un coup, on sort de l'écran et on voit que c'est des gens qui vivent chez eux dans une misère, un dépouillement absolu. Mais du moment qu'ils ont des chips, du coca, et qui s'inventent, ils ont même pas besoin de sortir ils vivent même, quand tu te souviens, dans des sortes de containers posés les uns sur les autres. Et en fait, c'est vrai. Ils disent, mais moi, je peux pas voyager, j'ai pas les moyens, mais donc, je me fais, Hawaï, en surf, j'ai même pas besoin de savoir faire du surf, du moment que mon avatar le fait. Et c'est le film est extraordinaire et un peu effrayant parce que tu dis qu'effectivement, on peut, chacun, s'enfermer, plus aller voir les potes, plus faire un repas comme on le fait en ce moment, plus discuter, plus nuancer, plus débattre, parce que chacun chez soi, et effectivement, le monde virtuel offre des possibilités tellement dingues. Genre les casques, la réalité virtuelle, c'est fou. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà porté, j'ai été voir des expos. Alors là, quand ça sert à quelque chose, j'étais voir une expo il y a pas très longtemps où on visitait Notre-Dame, ou d'autres on visite des pyramides, voilà, tu vois, avec la réalité virtuelle. Là, je me dis, c'est magnifique la technologie quand elle peut nous amener là. Et merci. Non, mais j'ai arrêté, moi, les fourchettes. Je vais manger avec les doigts. C'est au plat. Comment ça, au plat? Non, non, je sais que c'est faux. Non, on arrive au dessert, là. Non, au dessert. Ouais. C'était très bon encore, hein. Bravo. Merci beaucoup. Dis donc, le loup, ça s'appelle aussi le bar dans certaines régions, c'est ça? Ça dépend où est-ce qu'il est pêché. Le bar, c'est en Atlantique et le loup, c'est en Méditerranée, c'est ça? Ouais. Mais c'est foncièrement le même poisson. Oui, c'est ça, ouais. Alors, pour le dessert, on est autour de la pomme. C'est une demi-pomme golden qui est rôtie caramélisée. Au-dessus, vous avez du sirop de date, un crumble aux amandes. Et au cœur de la pomme, vous avez un tartare de pommes Granny Smith. Non. Oui. Waouh. Qui va faire chaud, froid, cuit, cru, acide, doux, grain de grenade et encore une fois un peu de sésame. Bon, bah écoute, merci. Comment tu l'as appelé celui-là? Tarte aux pommes. Tu te fais pas chier, t'as raison. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Exactement. Ouais, je voyais ça là au four, je me suis dit. En plus, la golden, c'est pas une bonne pomme. C'est quoi, c'est la pomme verte? Non, c'est une pomme jaune qui est un peu aqueuse, il y a beaucoup de flotte, qui est pas très sucrée et c'est rarement bon les golden. Et c'est vrai que c'est vraiment la pomme idéale à cuisiner. Okay. Pour en faire des pommes au four ou pour les mettre dans des tartes et tout, dans le crumble notamment. Parce que franchement, à manger toute seule, la golden c'est la moins bonne des pommes par rapport à la Juliette ou à la pomme Reinette. La Granny Smith, j'aime pas trop non plus, c'est trop acide. Acide, ouais. Mais là aussi, quand c'est bien cuisiné, t'as vu, il a fait un granit à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Ah ouais, punaise. Ah ouais, dis donc, il est vraiment au cœur, comme un fondant. C'est super bon. Ouais, c'est très très bon. Ouais, c'est super. En plus, moi, j'aime bien les desserts à la pomme. Ah, et puis la grenade, là, bravo. Hein. Merci mille fois. Bruxelles, alors Paris, il pleut, hein, mais alors Bruxelles, il pleut. Hein. Parce que rire, c'est rire. Hein. Mais cracher en l'air et dire qu'il pleut, ça n'est plus rire. Expression de la place du jeu de balle, qui est un de mes endroits préférés au monde. A changé?
Ouais, derrière, dans les Marolles, derrière le... En fait, c'est quand tu vas vraiment dans les anciens quartiers qui ont été détruits à côté du palais de justice. Là, tu as la place du jeu de balle, qui est le seul puce du monde, qui est ouvert 365 jours par an et de 7 heures du matin jusqu'à midi, mais tous les jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse la canicule. Ça n'a fermé que pendant le Covid. C'était la première fois de l'histoire de ces puces que ça fermait. Ça n'était jamais arrivé. Elles existent depuis le 15e siècle. Hein. C'est dingue, hein. Ouais. Le marché aux puces, c'est la place du jeu de balle. Ouais, mais j'étais hier. J'étais là en train de me dire place du jeu, mais j'étais hier. Mais oui, bien sûr, si c'est au bout de la rue Blas et tout. Et là, t'as des trucs, t'as des broles, t'as des trucs. Des fois, tu fais des découvertes. La plupart du temps, c'est des merdes. Mais quelle ambiance. Et puis, autour, là, les petites soupes que tu peux te prendre. Bon. Moi, j'ai vraiment un dingue de Bruxelles. Mais c'est une très belle ville. Elle pâtit du temps. Elle pâtit du temps, mais c'est peau d'âne. T'as l'impression au début qu'elle est grise, qu'elle est vilaine, et quand tu fouilles un peu, c'est la plus belle fille du monde. Mais elle se mérite. C'est une ville qui se cache, qui est cachée plus haut, qui est une ville un peu timide, un peu pudique. Mais il y a des coins dans Bruxelles qui sont à tomber par terre. C'est très vert, c'est très... Ouais, c'est la capitale la plus verte d'Europe après Vienne. Donc, la forêt de Soignes, le bois de la Cambre, tous les parcs partout, là, les étangs de Hucle, là où tu habites. Ouais. Et puis, je sais pas, les gens, ils sont vraiment, il y a une proportion de gens sympas qui, quand tu compares à Paris, sans faire de l'antiparisianisme primaire. Non. Mais franchement, le nombre de gens qui sont plus sympas, dès que tu vas dans un estaminet, dans un bar, ça discute, c'est très vite. Et puis, ils en ont rien à foutre aussi. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais très connu. C'était la période où j'avais Caméra Café, non, Caméra Café, c'est en 2001, donc c'est quand je suis parti. Mais j'avais fait La Vérité si je mens, bon, on connaissait ma pomme. Et je me suis même fait piéger par François Damiens à peine arrivé, 2 jours après que je suis arrivé, oui. 2 jours que j'étais là, l'horreur. Et bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans la rue, les gens te font « Oh !» Et puis voilà, c'est tout, quoi, tu vois. Ils viennent vraiment te voir quand tu es installé quelque part. Combien de fois ça m'est arrivé que des gens viennent me voir au moment où ils quittaient le resto. On dit « Bon, vous avez vu tout à l'heure, mais on voulait pas vous déranger, hein, mais j'aime bien ce que vous faites. » Et ils s'en vont. Mais pas au début, tu sais, pas en te mettant la pression, en disant... Tu vois, et puis même les gens dans la rue, ils s'en foutent un peu. Ils ont un rapport à la notoriété qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Et ça, tous les Belges même qui sont connus en France, les Paul Vord, les Marie Gillin, tout ce que tu veux, ils le disent. Ils disent, on a plaisir à retourner chez nous parce qu'on sent qu'on est moins sous la pression des médias, des gens dans la rue. Bah écoute, c'était un plaisir en tout cas, sincèrement. Ah ouais, moi aussi. De te recevoir, c'était vraiment un plaisir. On a super bien mangé. Je suis plein. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre contenu. Bientôt pour du passement à la carte, je n'ai pas les dates exactes, avec un autre invité. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager pour donner de la force à la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Ciao.